Dominique de Villepin, Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, Monsieur le Premier ministre, une voix qui marque dans le débat des deux guerres qui s'accélèrent ce soir sous nos yeux. Les événements d'Ukraine d'abord avec une aggravation des événements à la frontière entre Kharkiv et Belgorod. Gravité des événements, on se bat dans une très grande intensité des deux côtés de la frontière, deux villes importantes, Kharkiv côté ukrainien. Toute la frontière est sous le feu de l'armée russe. Déclaration ce soir du gouverneur régional. En sens inverse, la Russie est touchée sur son sol. La ville de Belgorod, un cycle encore durci de feu et de contre-feu. Nous y serons d'ailleurs en direct plus tard. Mais d'abord, l'autre front, les événements de Gaza. L'armée israélienne a lancé des bombardements sur Gaza après avoir élargi l'ordre d'évacuation de Rafah. 300 000 personnes ont déjà évacué. L'événement divise violemment l'opinion mondiale. On l'a vu encore à l'Eurovision ces dernières heures. Premier regard, Monsieur le Premier ministre, sur le mode opératoire d'Israël à Rafah. Comme vous le soulignez, la cristallisation contre la politique israélienne se fait d'abord sur la conduite de la guerre. Les mises en garde se sont multipliées au cours des dernières semaines sur le risque qu'il y aurait à intervenir directement à Rafah, de la part des Européens, de la part des Américains, de la part de tous les pays. Pourquoi ? Il y a à Rafah plus d'1 200 000 personnes qui sont entassées là dans des conditions innommables. Ces populations ont dû commencer à partir. 300 000 sont déjà partis et il y a des appels aujourd'hui par Israël à un départ des populations qui sont dans le centre de Rafah. Tout ceci dans un contexte humanitaire absolument déplorable parce que la situation n'a cessé de se dégrader dans les dernières semaines avec quasiment plus aucun camion qui a la possibilité aujourd'hui de passer dans les 3 terminaux, celui de Rafah bien sûr, celui de Kerem Shalom et celui d'Eretz dans le nord. Et cette situation, à la fois humanitaire et l'entassement des réfugiés, crée une situation impossible. L'idée d'une intervention militaire dans ce contexte, alors quelle intervention militaire ? On voit bien que Benjamin Netanyahou rêverait d'une intervention massive pour aller débusquer les derniers chefs du Hamas. Est-ce que ce seront plutôt des interventions ponctuelles, plus ciblées, qui permettront de limiter le nombre de morts et de blessés civils ? Aujourd'hui, il n'en reste pas moins que l'équation dans cette région du monde est absolument dramatique. Quelle est, Monsieur le Premier ministre, la logique israélienne ? Joe Biden lui-même a mis en garde Israël de façon inédite. Il pourrait freiner la livraison de certaines armes en fonction de l'assaut sur Rafah. Comment est-ce que vous comprenez la logique d'Israël aujourd'hui, celle de M. Netanyahou ? C'est une logique jusqu'au-boutiste qui est celle d'un gouvernement ultranationaliste aux abois. C'est la survie de Benjamin Netanyahou. Et la survie de Benjamin Netanyahou passe par son bilan. Face à la catastrophe, au drame, à l'horreur du 7 octobre, il doit afficher des résultats. Il ne peut pas avoir en vain, pendant 7 mois, martyrisé le peuple palestinien pour si peu. Aujourd'hui, les résultats sont maigres, même s'il y a un certain nombre de responsables qui ont été tués. Plus qu'un certain nombre. D'après eux, ce sont des milliers de militants du Hamas. Oui. Et ça, qu'il y ait beaucoup de morts civiles... Sur combien Qu'il y ait quoi 8, 10 000, 15 000 même, sur un nombre qui est de l'ordre de 30 000, peut-être 40 000, sachant que ce qu'a vécu Gaza tout au long des derniers mois n'a fait que nourrir encore plus la volonté de revanche. Est-ce que cela valait véritablement l'enjeu ? Monsieur le Premier ministre, personne ne nie les morts civiles. Sur la conduite de la guerre. J'ai parlé de la catastrophe humanitaire, mais la conduite de la guerre montre clairement ce que j'ai dit sur ce plateau dans les jours qui ont suivi le 7 octobre et ce que j'ai dit dans un certain nombre de télévision et de radio. C'est la disproportion. Aujourd'hui, personne ne peut nier qu'il était possible de faire autrement. Et qu'il y a eu sans doute de façon délibérée... C'est-à-dire, s'il vous plaît, explicitez cela. Alors, en toute bonne foi, quand on dit possible de faire autrement, je vous pose ma question de cette façon-là. Nous connaissons... Mettons-nous à leur place. Bien sûr, mettons-nous à leur place. Si c'était la France, qui avait été attaquée de cette façon-là. 360 km², dans un milieu urbain, avec des souterrains, c'est un milieu épouvantablement difficile. Il y a eu d'autres situations, même
peut-être pas aussi compliquées que celles-là dans le passé, qui ont été connues. Mais les Israéliens ont commencé dans une première phase par des bombardements massifs. Ils sont après entrés. Et aujourd'hui, ils opèrent de façon ciblée. Frappés par des algorithmes, c'est-à-dire par des calculs qui permettent de fixer un certain nombre de cibles, avec 20 morts civils pour peut-être une demi-cible connue. C'est des risques, honnêtement, qui aujourd'hui, au XXIe siècle, alors que la guerre se fait en direct, ne sont pas soutenables devant une opinion publique. Est-ce que vous entendez les Israéliens quand ils vous disent « Pardon, messieurs les Occidentaux, vous avez fait la même chose pendant la Seconde Guerre mondiale, quand vous étiez en guerre, vous n'avez pas dit « on va tuer quelques chefs ». Vous avez été dans une guerre complète. » Il y a une différence majeure. C'est que ce qu'on pouvait peut-être faire, et que je ne soutiens pas, en 1945, est odieux aujourd'hui. Vous pourriez me dire, mais ça a été fait aussi à Rafah. Et c'est en cela, et c'est pour cela que j'ai condamné l'ensemble de ces interventions militaires. Parce que la disproportion entre les coûts humains que nous infligeons, les cibles, le choix des cibles, est inacceptable aujourd'hui et provoque le désastre parce que ça provoque le chaos. Il faut savoir que la conséquence de tout cela, c'est le chaos. Alors, le chaos peut peut-être être confortable pour Benjamin Netanyahou parce qu'il a le sentiment d'avoir réglé et éliminé l'ennemi. Mais nous savons tous que du chaos naît des États faillis, des régions faillies et que le terrorisme revient encore plus fort. Donc, Dominique de Villepin, il peut prétendre aujourd'hui en entendez-vous Israël que le risque terroriste a diminué depuis l'intervention militaire israélienne. C'est la seule question qui vaille. Est-ce que le risque terroriste a diminué? Et nous voyons bien qu'à partir de là, pour le gouvernement israélien, la tentation, c'est la surenchère. C'est donc comment on règle la question du Hezbollah, comment on règle la question des milices qui sont en Irak, en Syrie, et les milices houthis. Et c'est la grande question de l'Iran, avec toute la vulnérabilité. Et on va y revenir dans un instant. Et on va y revenir. Qui peut peut-être justifier la tentation israélienne. Que répondez-vous à ces Israéliens? Ils sont nombreux, et vous le savez bien, qui disent, de toute façon, le terrorisme est là. Pendant les périodes où on tendait la main, où on tendait pas la main, tendre l'autre joue, pensent beaucoup d'entre eux, ça ne sert à rien. C'est la question fondamentale. Si le gouvernement israélien, et j'élargis, parce qu'une majorité de la population israélienne aujourd'hui n'est pas favorable à la création d'un État palestinien. S'il persiste dans cette position, effectivement, la logique jusqu'au-boutiste apparaît comme la seule. Mais le monde entier sait, par expérience, que la solution politique est la seule qui permet de réduire le risque. Et c'est en ça que nous sommes aujourd'hui, non seulement dans une impasse humanitaire, mais nous sommes dans une impasse politique. Permettez-moi juste de préciser pourquoi il y a une impasse politique. Le débat, le processus politique que les Américains veulent enclencher, Blinken, il faut quand même mesurer l'humiliation faite aux Américains, s'est rendu 7 fois dans cette région. Et Bill Burns aujourd'hui, toutes les autorités américaines, le président Biden sont mobilisés pour ça. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent nouer une relation spéciale entre Israël et l'Arabie saoudite, une normalisation des relations, en apportant une garantie, un pacte de garantie à Israël, à l'Arabie saoudite, qui justifierait qu'ils franchissent ce pas. Que veulent les pays arabes? Et de ce point de vue, ils sont unis. On ne les entend pas beaucoup, mais ils sont diplomatiquement unis. Eux, ce qu'ils veulent, c'est la reconnaissance d'un État palestinien. Et ça, c'est quelque chose qui est fait pour durer. Alors, allons. Terminons. Mais de quelle manière Israël, mais que veut Israël? Et c'est là où il y a un agenda caché. Et c'est ça qui n'est pas acceptable. C'est que la réalité de la politique menée par Israël et de la volonté d'Israël, c'est en aucun cas d'engager un processus de paix. Et une grande partie... Il n'est pas tellement caché. Monsieur Netanyahou, là-dessus, est tout à fait franc. Il ne croit pas une grande partie des combats qui sont engagés là sont faits pour masquer le fait qu'Israël ne veut en aucun cas, en tout cas Benjamin Netanyahou, en aucun cas d'une négociation. Et pourquoi? Parce qu'ils veulent poursuivre dans la voie de la colonisation et poursuivre dans la voie de l'annexion rampante de Cisjordanie. Négocier avec qui? Dominique Villepin, c'est un point important. Négocier avec qui? Mais justement, avec qui? Les Américains. Oui, non, mais avec qui Israël devrait-il négocier? Mais pour le moment, Israël n'a pas fait grand-chose pour favoriser l'émergence d'un interlocuteur. Aujourd'hui, bien ou mal, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de reproches à lui faire, il y a l'autorité palestinienne. Qu'est-ce que propose aujourd'hui
les Arabes, de ce point de vue-là, les pays arabes, ils proposent justement concernant le jour d'après, parce que c'est un élément essentiel dans la négociation. Et c'est là où Israël est embourbé pour longtemps dans cette affaire, parce que c'est une chose que de vouloir détruire le Hamas. C'est autre chose derrière de gérer le territoire. Dominique la question, permettez-moi de terminer ça, sur ce point. La question du jour d'après, c'est que les pays arabes proposent qu'il y ait une force internationale de paix de l'ONU qui soit installée sur place et qui puisse gérer en liaison avec l'autorité palestinienne la situation. Les Américains, eux, voudraient que ce soit une force arabe, et les Américains voudraient que ce soit une force arabe et américaine. On voit bien que personne n'est sur la même longueur d'onde et que nous sommes partis pour un drame qui dure. Je voudrais vous poser une autre question, que nous nous posions une autre question, puisque vous me demandez de me mettre à la place des Israéliens. Mettons-nous maintenant à la place de l'opinion publique mondiale. Que va-t-il se passer le jour, je l'espère le plus proche possible, où les portes de Gaza vont s'ouvrir? Le jour où cette prison à ciel ouvert, bombardée depuis 7 mois, va révéler ses secrets. Qu'allons-nous voir? Qu'allons-nous trouver? Est-ce que tout cela sera supportable? Le prix que paye aujourd'hui Israël à son isolement, on le voit, vous l'avez dit, à l'Eurovision, la jeune Eden Golan qui se fait huer, et tout ceci est fort regrettable. On va le voir pour les Jeux Olympiques. On n'est pas sorti de l'auberge de ce point de vue-là. On l'a vu à l'ONU, avec le vote d'une résolution, enfin, pas le vote d'une résolution, la décision de l'Assemblée Générale, 143 pays sur 193. Mais Dominique de Villepin, vous savez bien, et là, entrer dans l'autre logique aussi, ce que vous répondront beaucoup d'Israéliens, à savoir que ça ne leur sert à rien d'être aimé, ça ne leur sert à rien d'être populaire. Leur histoire montre, on a entendu encore Benjamin Netanyahu, Yad Vashem, on prend ou non la continuité historique, disant, dans notre histoire, être aimé, être gentil, entre guillemets, ne nous a jamais rien amené. Ce n'est, je finis ma question, ça n'est que la force, et la force, même à outrance, même violente, et même excessive. Et bien sûr qu'elle a beaucoup d'aspects excessifs à Gaza, qui finalement nous sauvegardent. C'est l'illusion la plus grande qui s'est dissipée depuis maintenant 25 ans. Israël, est-ce que la puissance israélienne est plus grande que la puissance américaine? Est-ce qu'elle est plus grande? Ils sont implantés, toujours plus modernes, implantés, le temps passe. Vous savez même, même beaucoup d'entre eux parient simplement sur le temps, c'est-à-dire les réfugiés palestiniens, beaucoup vieillissent, beaucoup sont morts. On peut y revenir après, c'est un élément clé du dossier. Les Américains ont perdu en Afghanistan. Qu'est-ce que c'est que l'Afghanistan? Qu'est-ce que sont les combattants afghans? Ils ont perdu en Irak. Il faut savoir que la force ne peut pas tout quand elle n'est pas appuyée sur une stratégie politique. Monsieur Rochebin, je l'ai dit depuis 2013. Qu'est-ce qui est arrivé à la France, au Mali et au Sahel? Nous avons perdu. Alors on dit aujourd'hui, on a perdu militairement, comme on disait jadis, on a perdu politiquement et pas militairement, comme on disait jadis, qu'en Algérie, on avait aussi gagné militairement, mais perdu politiquement. Tout ceci, c'est des raisonnements et c'est des arguties. Israël est en grand danger. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir raison seul contre le monde entier. Regardez la position. Aujourd'hui, Biden, il mène une stratégie ou une tactique dilatoire. Il dit, nous allons suspendre les armes. Il espère bien qu'il n'aura pas à le faire durablement. Mais regardez les conséquences. Aujourd'hui, d'autres États, des États européens, se posent la question d'interdire et de créer un embargo sur les armes. Il se pose la question aujourd'hui, qui est une vraie question, de reconnaître de facto, directement, de juré, de reconnaître l'entité palestinienne. Vous êtes favorable que la France le fasse là maintenant? L'Espagne, l'Irlande, plusieurs pays européens vont le faire le 21 mai. Nous avons voté en faveur de la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU en faveur de la création d'un État palestinien. Eh bien, aujourd'hui, on voit bien qu'il faut inverser la logique qui était celle d'Oslo, et ça suppose donc de reconnaître cet État palestinien. Et à partir de là... Et pourtant, Dominique de Villepin, il y a un calcul à beaucoup plus court terme. Je parlais tout à l'heure du long terme, mais à plus court terme, Trump. Vous savez très bien que les Israéliens se disent, si Trump arrive, là, dans quelques mois, il l'a montré qu'il pouvait le faire, par-dessus la tête des Palestiniens, traiter avec les Arabes. Ils sont souvent très hypocrites sur la question, ça vous en convenez, j'imagine, traiter avec les Arabes et faire une paix avec eux, oui, même au détriment des Palestiniens. Je ne partage pas ce cynisme dans la durée. Pourquoi? Les États ont la capacité, effectivement, d'être cyniques et d'être hypocrites.
Mais les peuples sont là pour leur rappeler qu'il est bon d'avoir de la mémoire. Je pense qu'un pays comme l'Arabie Saoudite, je pense qu'un pays comme l'Égypte, comme la Jordanie, ont compris aujourd'hui qu'il serait extrêmement dangereux de continuer ce double jeu. Et je n'imagine pas l'Arabie Saoudite capable de, par-dessus son peuple, de signer un accord. Le retour des accords d'Abraham, c'est impossible. Je pense que c'est en tout cas extraordinairement, ce serait un immense danger pour la stabilité de ces régimes qui déjà sont d'une stabilité relative. Vous avez mentionné l'Iran, évidemment c'est la question d'après. Oui ou non, Israël est-il condamné, toujours dans la logique dont je vous parlais, à frapper l'Iran, à frapper des sites nucléaires iraniens avant que les Iraniens n'aient la bombe? La tentation, elle est très forte. Même si, et il y a débat de ce point de vue-là, un débat intéressant, la capacité de l'Iran à envoyer 300 missiles et drones sans faire de dégâts, est-ce que c'était souhaité, ce que pensent beaucoup, ou est-ce qu'au contraire c'est le résultat de moyens approximatifs? Il peut y avoir débat. Néanmoins, envoyer 300 ou 350 drones et missiles, c'est une puissance qu'il faut prendre au sérieux. L'Iran est en grande fragilité, c'est un pays divisé, c'est un pays qui aujourd'hui se refait sur un certain patriotisme en soutien des Palestiniens. Et on voit au sein de la classe dirigeante, au sein des gardiens de la Révolution, des Pasdaran, qu'il y a ceux qui sont pragmatiques et ceux qui au contraire restent sur la ligne idéologique et en particulier sur pragmatique relatif. Voilà. Ils ont tendance à pendre de manière très pragmatique, mais ils pendent beaucoup. Hein. Oui, mais une fois de plus, c'est un pays fragile. Donc la tentation peut exister pour Israël de frapper à ce moment-là. Est-ce qu'ils peuvent le faire sans les États-Unis? J'ai quelques doutes. Est-ce qu'ils doivent le faire quand un pays vous menace de destruction, de façon expresse? Ce n'est pas une supposition, ils le disent, et qu'ils sont à deux doigts d'avoir la bombe, que faire? La prudence de l'Iran jusqu'à maintenant, sa, entre guillemets, modération, dans les dernières années, montre que l'Iran fait tout pour passer à travers les gouttes. Le schéma aujourd'hui, compte tenu de la proximité de l'Iran à la bombe, un état quasi du seuil, fait que même en détruisant un certain nombre de centres, à supposer que les armes soient effectives et qu'elles permettent de pénétrer avec des bombes extrêmement lourdes les bunkers. Dominique de Villepin, vous êtes très indulgent. Pardon, je me permets de vous interrompre. Vous avez été vous-même Premier ministre. Si la France avait été menacée par un État à deux doigts d'avoir la bombe, est-ce que de la même façon, vous, Premier ministre, vous auriez dit « Oh, ils sont plutôt modérés ces derniers temps. Attendons, on verra. » Non, ce que je dis, c'est que la diplomatie iranienne a fait preuve d'habileté, de patience stratégique, c'est le terme employé pour résumer ce que je veux vous dire. Je dis simplement qu'elle a évité de se mettre dans la situation de s'attirer des représailles, notamment du côté américain. Et on voit bien que les Américains sont sur le reculoir. Ils l'ont dit clairement aux Israéliens. Ils ne sont pas prêts à les accompagner dans cette aventure. C'est une région qui est déjà suffisamment fragile pour qu'on n'en rajoute pas dans cette période. Donc, voilà, c'est l'état du rapport de force. Sachant que la grande question, c'est est-ce que nous avons la capacité de revenir dans une négociation diplomatique? Je rappelle que cette négociation politique et diplomatique que j'ai initiée avec l'Allemagne et avec la Grande-Bretagne a été interrompue par Donald Trump. Donc il faut garder la mémoire de ce qui s'est passé et bien évidemment aujourd'hui être capable de l'évaluer. Monsieur le Premier ministre, vous avez marqué l'histoire. Vous êtes la voix française qui s'est opposée à l'agression de l'Irak par les États-Unis. Et en même temps, on voit bien qu'aujourd'hui encore, les États-Unis, pour le meilleur ou pour le pire, chacun est juge, sont la puissance qui peut changer les choses. On va parler dans un instant de l'Ukraine et de la Russie. Est-ce qu'au Proche-Orient, in fine, ce sont eux le recours, le gendarme qui peut aider, y compris les Palestiniens? On le voit bien aujourd'hui. Ils ont la capacité aujourd'hui de peser sur Israël. Et ils sont les seuls, franchement. Oui, c'est les seuls qui aujourd'hui peuvent être entendus dans la durée par Israël. Benjamin Netanyahou peut donner des coups de menton dans le court terme. Si les Américains décidaient du jour au lendemain d'arrêter toute aide militaire à Israël dans la durée, Israël aurait beaucoup de mal à tenir le choc. Alors ils peuvent peut-être mener aujourd'hui une attaque à Rafah seuls. Dans la durée, je crois que c'est beaucoup plus difficile, sans compter que nous rentrerions alors dans une escalade régionale qui aurait un coût immense. Dans les bouleversements que nous vivons, on assiste à des choses étonnantes. Vous avez dit sur ce plateau, et on va y revenir puisque des choses sont passées depuis lors, qu'il y avait un danger, un grand danger d'envoyer des troupes de pays de l'OTAN sur le sol en Ukraine, que ça pouvait être un engrenage vers la Troisième Guerre mondiale. Les États-Unis ont la même position que vous.
ils l'ont exprimé, c'est notamment Anthony Blinken, même sur notre antenne. Mais comment est-ce que... Pas seulement les Américains, M. Rochebin. Ils ont un autre poids que les autres, disons. Oui, mais si vous regardez de près les réactions des pays européens, l'immense majorité des pays européens, y compris parmi ceux qui comptent le plus dans ce conflit-là, je pense à la Pologne, sont extraordinairement réservés sur l'envoi des troupes. Alors, pourquoi ? Il ne l'exclut pas, soyons francs, soyons honnêtes. Non. La dernière déclaration de Donald Tusk est encore plus en retrait, qu'on cherche à ménager le président de la République française qui s'est engagé dans cette voie-là. Vous voulez dire, soyons clairs, que personne n'a envie d'y aller en fait ? Je pense que personne n'a envie d'y aller et je pense qu'il y a très peu de chances que ça puisse se faire. Pourquoi ? Votre sentiment là, c'est que M. Macron est seul ? Une fois de plus, à supposer qu'il ait vraiment envie d'y aller et qu'il n'ait pas simplement voulu ouvrir un débat. N'oublions pas, nous sommes en période de campagne électorale, campagne européenne. Est-ce que l'idée, c'est de lancer un certain nombre de questions en l'air, les troupes au sol, l'européanisation de la dissuasion française? Est-ce que c'est ça l'idée face à une Russie qui est de plus en plus menaçante? Parce qu'il faut voir que du côté on va en parler, bien sûr. Les armes tactiques, nucléaires tactiques, c'est autant d'éléments qui sont envoyés en l'air. Mais pardon, pour préciser encore votre pensée, hier sur notre plateau, tout à coup, beaucoup d'analystes disaient, Catherine Gentil et Nicolas Tenzer, qui ne sont pas tout à fait de la même sensibilité, mais pour des raisons diverses, ils disaient, en réalité, les Américains, à un moment donné, veulent dire, non seulement nous ne voulons pas envoyer nos hommes, mais nous allons empêcher les Européens d'y aller. Est-ce que vous le pensez ? Rentrer dans un schéma de troupes au sol, ce serait une rupture par rapport à la position qui a été la nôtre, très grande. Pourquoi ? La ligne rouge, la ligne de défense de nos pays, c'est la ligne de l'OTAN. Et donc de l'article 5, qui crée une solidarité, qui ne crée pas un engagement absolu à une riposte commune, mais qui sollicite chacun comme s'il était touché pour apporter la réponse qu'il est capable d'apporter. Dans ce contexte-là, envoyer les troupes au sol. Une fois de plus, je ne veux pas faire de procès d'intention au président de la République, dont on ne sait pas si ce sont des conseillers, en principe troupes au sol, ce sont des soldats avec des armes. Dans l'esprit du président de la République, il a pu habiller cela sous l'angle de conseillers, sous l'angle d'agents de renseignement, sous l'angle d'agents techniques apportant un soutien en armement. Est-ce que ce serait un premier pas vers la guerre mondiale ? Alors, qu'il y ait, sous une forme plus ou moins déguisée, quelques individus qui soient présents là-bas, américains ou européens, il y en a déjà. C'est une possibilité. Envoyer un bataillon, envoyer des effectifs constitués, c'est tout à fait autre chose qui nous engage effectivement dans un risque d'escalade que les Américains ne sont pas prêts aujourd'hui à accepter. Et ma conviction, c'est que les Européens non plus. Là, quel est le risque, au fond, concrètement ? Quel serait le risque ? Le risque, c'est d'abord d'avoir des pertes extrêmement sévères. Deuxièmement, c'est l'élargissement du conflit. Quand vous envoyez des troupes, des pays de l'OTAN qui enverraient des troupes, vous ne pouvez pas exclure que d'autres pays viennent en soutien de la Russie. Il a été très intéressant, lors de la visite de Xi Jinping, de scruter, le président chinois, de scruter à quel point il est désireux d'afficher une certaine neutralité, de respecter lui aussi un certain nombre de lignes rouges, pas d'envoi d'armes en tant que tel, même s'il y a des soutiens économiques, des soutiens de marchandises qui peuvent avoir une vocation duale. Donc on est là sur une ligne extraordinairement fragile. On ne peut pas exclure qu'il y ait un certain nombre de pays du Sud global qui soient désireux de s'engager avec la Russie. Donc nous sommes dans quelque chose... Donc ce serait d'après vous une guerre au sens propre mondial ? Nous sommes alors, oui, dans une guerre qui s'élargit, dans une guerre qui s'intensifie. Malheureusement, et c'est là où il faut élargir la focale, si vous le permettez, trop souvent les analystes, les experts, limitent leur vision au champ de bataille ukrainien. Cette bataille-là, elle se situe dans un contexte mondial, comme vous l'avez dit, guerre mondialisée. Et je l'ai dit très tôt, ce qui s'est passé à Gaza a nui considérablement aux positions des pays occidentaux en Ukraine. Parce que l'hypocrisie occidentale, le deux poids, deux mesures, le langage pour les uns, défense du droit international, n'est pas apparu dans l'affaire de Gaza. Vous voulez dire que beaucoup dans le Sud global pensent qu'une vie palestinienne vaut moins qu'une vie ukrainienne ? Oui, et surtout que les Occidentaux
défendent un certain nombre d'idéaux. Oui, nous sommes fiers de nos droits humains, des valeurs humanistes. Mais nous défendons ces valeurs et ce droit international en Ukraine, et nous ne le défendons pas de la même façon en Afrique ou au Moyen-Orient. À ce compte-là, est-ce que ça n'est pas aussi votre hypocrisie? L'hypocrisie de tous ceux qui, par exemple, sont pour traiter abondamment avec la Chine une vie ouïghour, très visiblement, pèse encore moins qu'une vie palestinienne. S'il est vrai qu'une vie palestinienne pèse moins qu'une vie ukrainienne. Sauf que, M. Rochebin, vous théorisez une doctrine qui serait... En fait. Oui, non, une doctrine qui serait que ce seraient les droits humains, point final. Moi, je suis gaulliste. Qu'est-ce que dit le général de Gaulle? Vous avez beaucoup évoqué le général de Gaulle avec la visite du président Xi Jinping en 1964. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le fait de recevoir, le fait d'aller en Chine ne veut pas dire que je souscris au régime chinois. Ce ne sont pas mes valeurs. La France aurait pu dire un mot. Allez, non, un mot. Les Américains ont été beaucoup plus courageux. Biden, qu'est-ce que dit Lincoln. le général de Gaulle? Il dit, nous nouons cette relation avec la République populaire de Chine, dans le monde tel qu'il est. Donc, moi je veux bien qu'on poursuive tous les combats, mais à condition que ces combats nous permettent de satisfaire 3 objectifs, qui sont ceux d'une diplomatie rationnelle. Le premier, c'est nos intérêts. Quel est notre intérêt? Il faut se poser la question. Le deuxième, c'est notre vision, pas uniquement de l'Ukraine, mais notre vision du monde. Et la troisième, c'est nos idéaux, bien évidemment. Les idéaux doivent se situer en rapport avec nos intérêts et avec la vision que nous défendons du monde. Or, je termine juste une phrase. Ce qui est en cause aujourd'hui, et ce qu'il ne faut pas perdre de vue quand nous parlons d'Ukraine, et une fois de plus, beaucoup d'experts, en se cantonnant dans leur spécialité, oublient le reste. C'est que nous sommes aujourd'hui, depuis maintenant quelques années, l'Occident, puisque c'est depuis 2008 le terme consacré par un certain nombre d'États, nous sommes en train de perdre un terrain considérable et de nous rétrécir devant les nouveaux pays orientaux et devant le Sud global. C'est-à-dire que nous sommes en perte de vitesse, nous sommes en situation de fragilité. Or, nous devons rester en phase avec le monde et compris du monde. Est-ce que la lâcheté... Notre combat en Ukraine doit être compris par les autres pays du monde. Mais est-ce que la lâcheté, est une solution? Je me permets de vous citer l'exemple américain. On a vu M. Blinken parlant des droits humains en Chine, avant son voyage, pendant son voyage, après. Biden, il voit Xi Jinping, mais après il le traite de dictateur. Ça a quand même un peu plus d'allure, que les Européens, M. Macron, Mme von der Leyen, M. Scholz, on n'en parle même pas. Je n'ai pas entendu de leur part un mot comparable. Est-ce que ça veut dire qu'on est trop faible? Monsieur Rochebin, la diplomatie, c'est pas fait pour se faire plaisir. La politique non plus. C'est un sens politique. Non, quand M. Biden... Quand on fait sentir le fer, vous savez mieux que moi, faire sentir le fer, c'est pas simplement... Quand M. Biden passe toute une journée de négociation avec le président Xi, et qu'il l'insulte le lendemain, excusez-moi, je ne crois pas que ce soit le modèle idéal. Et en plus, devant la presse américaine, s'il a quelque chose à lui dire, qu'il le lui dise. Est-ce que ça s'appelle un rapport de force? Non, qu'il le lui dise. Qu'il le lui dise, face caméra. Et on verra comment réagit le président Xi. Donc, si vous voulez, la morale... Je me permets de vous contredire. Vous avez été l'exemple... Vous avez été l'exemple... La morale... Dominique de Villepin. La morale, vous avez été l'exemple... plaisir. Vous avez été l'exemple du petit contre le grand. La France a dit aux États-Unis d'Amérique, non. Nous ne sommes pas d'accord. Et nous osons vous dire les choses très franchement, très durement. Est-ce que cette attitude-là, on peut se la permettre aujourd'hui, face aux Chinois notamment, au lieu de leur lécher les pieds à ce point? Nous l'avons dit, comme dirait Jacques Chirac, nous l'avons dit avec gravité, nous l'avons dit avec solennité, nous l'avons dit avec humilité, nous l'avons dit avec sobriété. Et ceci est tout à fait l'inverse de ce que vous préconisez. C'est-à-dire de se servir de la morale comme d'un outil pour se faire valoir. On n'est pas là pour se faire plaisir. On n'est pas là pour se faire valoir. On est là pour essayer de trouver la meilleure réponse aux problèmes du monde. Est-ce que insulter un chef d'État en visite, ça fait avancer la relation globale? Notre relation avec la Chine, c'est pas seulement une relation qui concerne l'Ukraine, elle peut être utile en Ukraine. C'est pas seulement une relation qui concerne le Proche-Orient, c'est pas uniquement une relation qui sert les enjeux commerciaux, c'est pas uniquement une relation qui sert les enjeux stratégiques, c'est une relation de crédibilité. En Ukraine, permettez-moi de poser ce point, en Ukraine et à Gaza, tôt ou tard, nous nous retrouverons les uns et les autres autour de la table. Ce que je ne souhaite pas, c'est que nos pays pèsent encore moins
qu'aujourd'hui, déjà beaucoup moins qu'hier. Moi, j'ai vu en 15 ans le poids de la France, le poids de l'Europe, le poids de l'Occident régresser dans le monde. Le combat que j'ai mené comme diplomate, comme ministre des Affaires étrangères avec Jacques Chirac, a été pour justement prendre en compte cette dimension d'un monde qui changeait, d'un monde qui voyait émerger un certain nombre d'États, qui voulaient compter, qui voulaient peser et qui pouvait, pour la France, être un atout dans le jeu. Prenez un élément très intéressant aujourd'hui de critique qui est faite au gaullisme. Vous-même le faites quelquefois. Qui est de dire, mais le gaullisme, c'est dans un autre temps, c'est un temps dépassé. Le gaullisme, c'était à l'époque où il y avait deux blocs. Alors on pouvait jouer de la bascule, de l'équilibre. Mais le drame du monde d'aujourd'hui, et nous l'avons senti avec Jacques Chirac depuis le début des années 2000, c'est que nous sommes dans une multipolarité qui avance, mais qui constitue aujourd'hui, qui est face aujourd'hui à un immense risque, c'est celle des blocs. Nous voyons renaître les blocs. Or, nous voulons éviter cet affrontement entre les autocraties et les démocraties, et nous avons besoin de convaincre les États du Sud global, principalement, que cet affrontement est stérile et qu'il faut l'éviter à tout prix. Donc vous voyez, le gaullisme est plus d'actualité que jamais. C'est un combat qu'il faut mener aujourd'hui. Et c'est aujourd'hui le reproche que je fais à la diplomatie française, c'est de trop négliger le point de vue des autres, de négliger l'Amérique latine, de négliger l'Afrique, de négliger le Moyen-Orient. Je ne veux pas vous réduire à ça, mais est-ce qu'il y a une forme là de nostalgie, c'est-à-dire De Gaulle, Mao en dépit de ses crimes, c'était monstrueux. De Gaulle, qui traite aussi avec les soviétiques, qui passe 11 jours en Union soviétique. Est-ce que cette attitude-là de la France non alignée, vous la regrettez ? Mais vous pourriez aussi bien dire la France multi-alignée. Quelque part, nous sommes un peu les inventeurs du concept de multi-alignement. Nous sommes pragmatiques. Nous voulons parler avec tout le monde. Nous voulons ne nous couper de personne. Et c'est pour cela que je suis ce qu'on pourrait qualifier d'idéal réalisme. Je crois à l'idéalisme. Mais je crois qu'il faut aussi être réaliste et qu'il faut peser dans le monde. Parlons alors. Ce n'est pas en insultant les gens, ce n'est pas en leur faisant la leçon matin, midi et soir qu'ils vont avoir l'intérêt ou la volonté de vous parler. Parlons des moyens de peser. Emmanuel Macron a mis sur la table un sujet qui est extrêmement important. Il l'avait déjà fait précédemment. D'ailleurs, il y a une continuité des présidents de la République sur la dimension européenne, la dissuasion nucléaire. Bravo De Gaulle, encore une fois. C'est son œuvre, mais dire la bombe nucléaire française pourra protéger l'ensemble de l'Europe. Est-ce que c'est une bonne initiative ? Alors, la question d'intégrer les préoccupations européennes, d'intégrer la dimension européenne, elle n'est pas nouvelle. La plupart des présidents, dans la durée, ont posé cette question. Ça prend son sens maintenant, vous voyez bien, différemment. Oui, mais justement, dans quelle mesure peut-on rester flou sur ce sujet jusqu'à alimenter, dans le bon sens du terme, l'ambiguïté stratégique? À partir de quel moment le fait d'être flou introduit de la confusion qui nuit aux intérêts de la France? La France, elle a 300 ogives face à la puissance russe qui en a 6500, les Américains aussi. Dans quelle mesure nos intérêts vitaux peuvent être élargis très au-delà du territoire français? Première question. Il y a une question, je me permets d'insister, parce que l'amiral Vichot, sur notre plateau, l'a posé aussi à sa façon. Il y a une question simplement, c'est de proportion stratégique, technique? Oui, il y a une question de faisabilité, il y a une question de calibrage, pour employer un terme qu'aiment les militaires, de calibrage entre la force dont nous disposons et l'ambition qui pourrait être la nôtre. D'ailleurs, les Européens ne s'y trompent pas, parce qu'on parlait tout à l'heure de la façon dont nos partenaires européens réagissaient à la question des troupes au sol. La plupart des Européens aujourd'hui, à commencer par les Allemands, sont extrêmement réticents devant cette idée parce qu'elle diminue l'importance de la garantie américaine en matière nucléaire. Disons les choses, par le fait de leur soumission aux Américains. C'est le prix à payer, et c'est ce que nous refusons. Mais, donc, partage. Est-ce que le partage, c'est un partage de la décision? Il n'en est pas question. Est-ce que le partage, c'est un partage du financement? Non. Vous êtes contre cela même? Le financement? Mais c'est à la perte de l'indépendance.
À partir du moment où c'est nous qui décidons, parce qu'on ne peut pas être deux à appuyer sur un bouton, imaginez qu'on doive réunir le Conseil européen pour savoir si on utilise cette arme. Mais dans quelle situation serait-on ? Moi, je fais partie des responsables qui ont été à la table des négociations tout à coup, on est arrivé à 27. Je peux vous dire, c'est un choc. Il faut une journée pour que chacun parle. Est-ce que ça n'est pas en fait renoncer à la défense européenne ? Ce que vous venez de dire là, c'est-à-dire qu'en réalité, on dit aux Européens, vous êtes quand même mieux protégés, vous semblez dire, par les Américains que par nous. Monsieur Rochebin, dans les moments importants, il faut toujours se référer à la parole de gens qui ont occupé ces fonctions et qui ont médité sur ces fonctions. Donc, je n'ai pas l'habitude de le faire, mais je vais lire un petit texte. Et qui plus est, je ne vais pas lire un texte du général de Gaulle, je vais lire un texte de François Mitterrand. Un grand discours qu'il a fait sur la dissuasion le 5 mai 1994, donc à la veille de partir. Donc c'est en gros le testament de François Mitterrand sur le sujet. Est-ce que le nucléaire français pourrait garantir l'intégrité, la sécurité des pays d'Europe avec lesquels nous avons contracté une union au sein de l'Union européenne ? La question n'est pas d'actualité, mais elle est dans les esprits. Et quelquefois, on tente de jauger la qualité de notre engagement européen en disant « est-ce que vous refuseriez ou est-ce que vous accepteriez cela ?» Je dirais tout simplement que les conditions même de l'exercice de l'armement nucléaire, la nécessité d'une décision solitaire, d'un seul ou de peu de responsables d'un pays déterminé, que la doctrine de défense de l'intégrité d'un territoire national, que la définition des intérêts vitaux, tout cela s'applique parfaitement à la France, mais ne s'applique pas encore à l'Europe. Que l'Europe se dote de notions claires en matière d'intérêt vital commun, qu'elle aille assez loin dans sa conscience politique pour estimer que l'intégrité territoriale des uns engage l'intégrité territoriale des autres. Bref, que d'immenses efforts et progrès soient accomplis par ceux qui entendent poursuivre la construction de l'Europe, et la France acceptera le débat. Ce jour n'est pas venu. À vous de savoir si vous considérez que ce jour est venu, mais en tout état de cause, la question du jour mérite d'être posée. Je vous retourne la question. Le jour n'est pas venu ? Je ne crois pas. En tout cas, pas en campagne électorale, pas en situation de guerre, et pas sur un enjeu aussi fondamental pour l'indépendance et la dissuasion. Qu'est-ce que vous sous-entendez en disant campagne électorale ? Que c'est un truc ? Je ne dis pas que c'est un truc. Je dis que le moment n'est pas bon pour en débattre. Quand on dit ça, ça veut dire... Oui. Non, mais une fois de plus, il y a la personne qui lance l'idée, mais il y a le contexte. Est-ce que, dans cette période, vous avez les Russes qui sont aux portes de Kharkiv, vous avez une Europe qui s'apprête à voter, est-ce que c'est le moment de débattre de ce sujet ? Je crois que s'il y a un sujet qui mérite de la sérénité, qui mérite sans doute du secret, parce que j'ai un problème aussi avec le fait de mettre sur la place publique ce genre de sujet. Il faut une parole extraordinairement carrée. Une fois de plus, l'ambiguïté stratégique, ce n'est pas la confusion stratégique. Il faut se méfier des conférences de presse. Il faut se méfier des confidences faites dans les avions. Il faut se méfier des discours où tout à coup on s'écarte de son texte. Il faut se méfier des gens brillants. Les gens trop brillants ont tendance parfois, sur des choses importantes, à faire trop confiance à leur talent. Vous l'avez connu à votre dépens ? Non. Je ne l'ai pas connu à mon dépens. Un peu. Non, parce que je crois qu'en matière diplomatique, j'ai toujours été extraordinairement gardé. Les procès d'attention, c'est autre chose. Quand vous êtes quelqu'un qui dit des choses importantes ou difficiles, vous êtes une cible. Ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir trop confiance en soi. Monsieur Macron est trop brillant ? Monsieur Macron est très brillant. Et Monsieur Macron croit beaucoup à la force de la politique et à sa capacité personnelle à changer les choses. Je crois que dans certaines situations, quand on dirige un pays, il faut accepter de se soumettre à certaines exigences. Et c'est pour cela que, je l'ai souvent dit, la phrase, les trois mots, je les ai cités tout à l'heure, que m'a dit Jacques Chirac au soir du second tour, au moment où il m'a dit, voilà, préparer un autre discours, puisque Jean-Marie Le Pen était au second tour. Humilité, sobriété, gravité. J'ai retenu la leçon. Je crois que dans des fonctions comme celle-ci, on doit faire extrêmement attention. Quand on vous écoute depuis tout à l'heure, c'est en règle
un assassinat de la politique d'Emmanuel Macron actuelle. Vous dites, trop au sol, il n'y croit sans doute pas lui-même, ce que vous disiez en substance. Non, je dis que les pays européens... Non, je n'ai pas du tout dit que le président Macron... Vous avez posé la question. Non, le président Macron ouvre un débat, veut en parler. Il y a quelques minutes, c'est facile de réécouter. Pour connaître l'Europe, je dis que les pays européens... En gros, ça ne marchera pas. Voilà. Ensuite, de dissuasion nucléaire, vous dites que ce n'est pas le moment de poser le débat. Est-ce que vous considérez, on entendra divers points de vue, Bernard-Henri Lévy, qui est très opposé à vous dans ce domaine-là, sera notre invité un peu plus tard dans la soirée. Oui, sachant que moi-même, je ne suis pas très opposé à lui, je n'ai jamais... Non. Sur Gaza, oui, je crains que vous le soyez beaucoup. Nos positions. Moi, je n'ai jamais attaqué personnellement quiconque. Ah oui. Non, je ne parle pas de personnel, je parle de mais c'est pression de fond. Important dans le débat que de se respecter. Est-ce que vous considérez, en gros, que la politique étrangère du président de la République est mauvaise ? Et je considère malheureusement qu'elle n'a pas eu de résultat. Je considère qu'elle a eu de très bonnes intuitions, mais qu'elle n'a pas eu de résultat et qu'elle court le risque d'être déracinée par rapport à une exigence française et une tradition française qui... nous ont instruits. Vous savez, l'expérience, c'est utile. Ce qu'ont fait les prédécesseurs, les difficultés qu'ils ont rencontrées, la façon dont ils ont réagi, c'est utile. Nous ne sommes pas le premier en toute chose. Nous n'avons pas vocation à innover en tout. Il y a dans certains domaines, comme celui de la guerre, comme celui de la paix, une expérience à tirer. Est-ce que ça veut dire que vous regrettez la version Macron 1 quand le président de la République disait « il ne faut pas humilier la Russie ». Il y a eu en gros 2 lignes quand même s'il y a toujours eu un peu d'eux en même temps, mais... Première version, il ne faut pas humilier la Russie, qui est quand même très différente de la version d'aujourd'hui, très allante, très courageuse, il faut le dire, par rapport aux pays, beaucoup de pays européens frileux. J'ai défendu, depuis le départ, très tôt dans la crise ukrainienne, la nécessité d'une très grande fermeté, d'une très grande résolution de la France, de l'Europe, vis-à-vis de la Russie, que ce soit sur le plan des sanctions, que ce soit sur le plan des livraisons d'armes. La compréhension de l'adversaire, c'est surtout la connaissance de l'adversaire qui est utile. Et c'est en ça que le dialogue est important, parce qu'il permet de rentrer dans son logiciel, de savoir comment il peut évoluer. Et de ce point de vue-là, c'est intéressant de lire un certain nombre d'ouvrages aujourd'hui, de témoignages. Le Vladimir Poutine que j'ai connu avec Jacques Chirac jusqu'en 2007 n'est sans doute pas le même que le Vladimir Poutine d'aujourd'hui. Et je ne crois pas que les gens soient par essence et tout le bien ou tout le mal. Il a changé réellement, pensez-vous ? Je crois que les gens changent, et je crois que Vladimir Poutine a changé. Il a changé dans l'exercice du pouvoir. Il a changé dans une espèce d'évolution de son régime. Un régime mafieux, une dictature des services de renseignement, de quelques-uns. Il massacrait les Tchétchènes sans beaucoup plus de tendresse que ce qu'il fait aujourd'hui. Vous êtes quelqu'un qui a de la mémoire, monsieur Rochebin. Il massacrait les Tchétchènes avant... Et là, vous étiez là, au pouvoir. Avant M. Poutine. Avant M. Poutine. Oui, M. Eltsine aussi. La Première Guerre. Non, mais la Première Guerre. Oui. Je vous rappelle que Vladimir Poutine n'a pas rencontré Jacques Chirac dans les premiers mois de l'arrivée en 2000, n'a pas rencontré Jacques Chirac parce que, justement, la position de la France était trop ferme sur la question tchétchène. Donc, en tout cas, les déclarations qui avaient été faites étaient jugées trop fermes par le Kremlin. Donc, une fois de plus, je crois qu'il y a des moments. Le moment d'aujourd'hui, ou le moment depuis 2007, vous voyez, nous n'étions plus là. À partir de 2007, c'est un autre aspect du personnage, c'est un durcissement du système qui a lieu. Alors donc, il y a le moment de maintenant. Quelques questions très pratiques. D'abord, Jacques Chirac, ils étaient amis, on peut dire, amis au sens politique. Voilà, il lui a remis la Grande Croix de la Légion d'honneur. Est-ce que Vladimir Poutine, aujourd'hui, peut garder la Grande Croix de la Légion d'honneur ? Alors, la Légion d'honneur, vous le savez, elle n'est pas décernée à Vladimir Poutine en tant qu'individu. Non, elle n'est pas décernée. C'est une pratique qui vise à remercier des États, et c'est donc pas une pratique personnelle et personnalisée. On a vu dans le passé que ça se retirait, donc si on... Voilà, vous vous rappelez dans quelles conditions ça a été fait. Donc aujourd'hui, ça n'aurait pas beaucoup de sens de vouloir revenir sur cette... Est-ce qu'il était convenable, selon vous, d'envoyer, comme l'a fait la France, un ambassadeur, l'ambassadeur de France, à Moscou pour l'investiture de Vladimir Poutine ? C'est un vrai sujet, et j'imagine que ça a dû être un casse-tête pour notre diplomatie. On peut défendre cette idée dès lors qu'on suppose qu'il y a la volonté de maintenir un canal, un dialogue, et que tôt ou tard, il y aura une table de négociation et qu'on veut donc s'y retrouver, ce qui n'est pas cohérent et donc difficilement compréhensible. C'est qu'on ait un ambassadeur qui se fait convoquer
que ce sont des élections qui ont été dénoncées dans les pratiques, et que dans ce contexte-là, ça envoie un très mauvais signal. Dès lors que les autres Européens n'y allaient pas, il y avait deux solutions. Soit nous n'y allions pas, soit nous envoyions le numéro 2 de l'ambassade et pas l'ambassadeur. L'ambassadeur, très habilement, a fait en sorte de ne pas être vu, pas pris en photo, très discret. C'est un homme On n'a pas vu beaucoup de photos, c'est vrai. Il y a une discrétion tout à fait louable. Il aurait, à mon sens, été préférable que ce soit le numéro 2, soit carrément que l'on s'abstienne. On voit que les choses bougent. Même les Ukrainiens ont envoyé leur ambassadeur en Chine, à Pékin, juste après la réélection, évidemment tout à fait farcesque, de Xi Jinping. Il a été réélu à 100%, je crois, patron du Parti communiste, ça laisse un peu de marge. Est-ce qu'on est condamné à ça? En fait, est-ce qu'on est condamné à admettre ces puissances? Mais monsieur Rochebin, on est condamné à vivre le monde tel qu'il est. Nous sommes condamnés à vivre la France telle qu'elle est. Et croyez-moi, c'est pas tous les jours agréable quand on voit que le Rassemblement national va faire 32% aux prochaines élections européennes et que Marine Le Pen est aujourd'hui la favorite de tous les sondages pour l'élection présidentielle. C'est inéluctable, ça? Mais c'est certainement pas inéluctable s'il y avait une volonté organisée et structurée, s'il y avait des capacités, s'il y avait un discours. Force est de constater, moi je regarde un peu la campagne européenne, que le discours qui est opposé au Rassemblement national, qui est un discours d'ailleurs d'une très très grande vacuité, puisqu'il ne propose en gros rien, si ce n'est un référendum anti-Macron. Mais il se trouve que ça porte. Dans ce contexte, référendum sur l'immigration. Mais dans ce contexte-là, la dramatisation ne se fait pas là où elle devrait être faite. Est-ce que le sens de l'histoire leur est favorable? Il y a des périodes. Il y a eu la période Reagan-Thatcher, il y a la période des nouvelles gauches, Tony Blair et quelques autres. Quand on voit le monde tel qu'il est, puisque vous utilisez cette expression, Trump, Orban, je ne les mets pas tous sur le même niveau, Orban, Meloni, Bardella, est-ce que les souverainistes sont en train de gagner? Les autocraties, les nouveaux empires, on peut les qualifier comme on veut, ont aujourd'hui un ascendant marqué parce qu'ils ont à la fois une capacité à bénéficier du mécontentement qui s'exprime dans le monde, et en même temps, ils ont une grande capacité à contrôler leur société. Quand on regarde le différentiel entre les démocraties et les autocraties, la Chine, elle a un État parti, 100 millions de membres du Parti communiste qui savent parfaitement ce qu'ils veulent et quelle est la doctrine du parti. La Russie, elle a structuré l'État autour des siloviki, les agents des services de renseignement et des mafieux. Ils tiennent la Russie. Et nous, les États démocratiques, nos nations sont flageolantes, elles sont hésitantes. Et on voit bien qu'elles ont la tentation d'aller d'un côté et de l'autre, parce qu'elles sont dans une insatisfaction permanente. Et c'est en cela que nous devons faire attention. Et c'est pour cela que les Américains sont si prudents et sur la Chine et sur la Russie. C'est qu'ils savent très très bien qu'à renverser un État, c'est le risque du chaos. Et le chaos, c'est ce qu'il y a de pire. Prudent, mais face à la Chine, on le mentionnait tout à l'heure, une forme de courage et d'agressivité. Vous êtes l'homme qui a condamné la guerre préventive. C'est la guerre d'Irak. Beaucoup pensent que tôt ou tard, les Américains tenteront quelque chose contre la Chine, parce qu'on ne peut pas laisser cette immense dictature, ce régime criminel, devenir la première puissance de l'univers. Et c'est pour cela qu'il y a Est-ce que c'est un bon calcul de leur part? Et c'est pour cela qu'il y a deux questions qui se posent. À quel moment aura lieu la grande négociation qui se prépare? Ou confrontation? Non, attendez. À quel moment aura lieu la grande négociation qui se prépare? Le nouveau Yalta. Le monde qui aujourd'hui voit des ennemis de plus en plus incandescents s'opposer, le monde ne peut pas continuer durablement comme cela, sauf à prendre le risque d'une guerre mondialisée. Est-ce que la grande négociation aura lieu après? Ça a été le cas en 1918 et ça a été le cas en 1945. Ou est-ce que, et c'est là où la dissuasion nucléaire introduit un paramètre, le risque est si grand que c'est au bord du précipice, avant même le déclenchement de cette guerre mondialisée, que nous aurons cette grande négociation. Et c'est une question qu'il faut d'autant plus se poser que notre place à table n'est pas
absolument réservé. Et quand on se pose la question de savoir s'il faut parler à la Russie, s'il faut exister vis-à-vis du Brésil, s'il faut continuer à mener le combat diplomatique en Afrique, au Congo, en Éthiopie, si on doit être présent sur les dossiers Arménie, Azerbaïdjan, bien sûr, parce que c'est le statut de puissance à vocation mondiale de la France. Est-ce que nous allons à la guerre? Si on est pessimiste ou réaliste, chacun jugera. Les grands équilibres mondiaux, à chaque fois, ont été résolus par une guerre. Il y a deux grandes citations, deux esprits tellement opposés en tout qui disaient ça, c'est Lénine et Churchill. Les grands problèmes de la vie des peuples ne se règlent que par la guerre. Sauf que, je le redis, monsieur Rochebin, nous sommes dans un monde mondialisé, mais aussi fortement nucléarisé. Et l'un des drames de la période que nous vivons, c'est sans doute l'accélération de la prolifération. Dans ce contexte, une fois de plus, et ça va peut-être se jouer rapidement en Ukraine. Avec cependant, pardon Dominique de Villepin, est-ce que vous excluez la possibilité d'une guerre conventionnelle qui se livrerait sous le parapluie nucléaire? On entend un certain nombre de stratèges dire que ça fait partie des possibilités. Pas d'affrontement nucléaire général, chacun sait que c'est l'apocalypse, mais en dessous de ça, une guerre conventionnelle maintenue à un certain niveau. Alors, on peut défendre cette thèse, et c'est ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, c'est ce qui peut se passer sur d'autres théâtres. La limite de cette guerre conventionnelle, c'est qu'elle ne permet pas aux États-Unis de se garantir qu'ils resteront la première puissance du monde. Donc, si l'enjeu, c'est de rester la première puissance mondiale, une fois de plus, soit c'est une guerre totale, puis on voit ce qui reste, soit c'est une grande négociation qui permet de se répartir un certain nombre de zones d'influence, et c'est plus vraisemblablement ce qui pourrait être fait. C'est donc la question de l'existence de l'Europe dans ce débat-là. Et c'est pour cela que, en tant que gaulliste, je défends l'Europe, parce que l'Europe doit, en s'appuyant sur le Sud global, être capable de peser entre ces deux grands blocs qui se sont constitués. Et c'est pour cela que nous n'avons pas intérêt ni à diaboliser l'ensemble des acteurs, ni à essentialiser la figure de l'ennemi dans une bataille qui est celle que souhaitent les Américains. L'empire du bien contre l'empire du mal. Les Américains voudraient nous entraîner dans cela. Le président Macron, et de ce point de vue-là, il faut l'entendre, dans le retour de son voyage en Chine à l'époque, il avait clairement posé l'idée que s'il y avait des dérapages quelque part en mer de Chine du Sud, ce ne serait pas forcément notre guerre. La question mérite d'être posée. Une dernière question, très personnelle, si j'ose dire, Dominique de Villepin, vous êtes un grand passionné de Napoléon. Est-ce que vous vous rappelez 12 mai 1802 Je ne réponds pas, monsieur Rochebin, à toutes les questions qui ressemblent à un quiz. J'ai passé assez de temps sur les bancs de l'école. Et vous avez bien raison. Je vous taquinais parce que vous êtes... d'accepter qu'il puisse y avoir un instituteur en face de moi, même si j'ai beaucoup de choses à apprendre. Vous êtes un très grand connaisseur de Napoléon. C'est le moment où le Sénat fait le premier consul à vie. La France a été un pays tellement conquérant. Beaucoup de Français ont admiré cela. Et autocratique. Voilà. Et autocratique. Il y a eu d'ailleurs quelques crimes de guerre au passage aussi. Voilà. Aujourd'hui... Un peu plus qu'au passage. Aujourd'hui, l'Europe n'a plus cet esprit de conquête. Les Américains l'ont, y compris pour le pire, l'agressivité. Les Chinois l'ont, les Russes, évidemment, beaucoup de pays en Afrique, l'Inde, Pakistan, etc. Est-ce que nous sommes condamnés parce que simplement nous sommes devenus trop gentils, trop bons? Non. Trop faibles? Non, nous ne sommes pas condamnés, et c'est pour ça que, ayant, comme vous le dites, fortement critiqué Emmanuel Macron, il faut quand même rendre hommage à son intuition sur l'Europe. La limite, c'est la méthode. Nous ne pouvons pas imposer aux Européens quoi que ce soit. Et la bonne technique, et que je l'ai souvent observé à travers un certain nombre d'États, souvent de petits États, dans leur capacité à faire cheminer une idée. Si nous avons une idée, nous ne sommes pas forcément les mieux placés pour la faire cheminer. Donc, la stratégie d'Emmanuel Macron, qui consiste à avoir une bonne idée et à la mettre sur la table en disant « c'est l'idée d'Emmanuel Macron », ça, c'est pas une bonne idée. Il faut essayer de travailler avec les autres en personnalisant moins, en développant un art du collectif qui est alors un défaut national. Nous n'avons pas l'art et le goût du collectif. Et c'est en ça que le fait d'avoir 70 ans me permet, fort de mon expérience et après avoir fait beaucoup d'erreurs, de dire « essayons d'apprendre de nos erreurs ». Monsieur le Premier ministre, merci beaucoup. Diversité des points de vue sur notre antenne. Alors il y aura Bernard-Henri Lévy qui est
plutôt loin de vous. Je salue. Vous le saviez, Gérard Haro, qui est un peu plus près de vous, etc. Beaucoup de voix s'exprimeront ce soir. Une voix très pro-palestinienne, c'est M. Bamia, le représentant palestinien. Meyer Habib, qui est vraiment très très loin sur le spectre. Et en termes de diversité, Luc Ferry et Danny Cohn-Bendit, qui est avec nous aussi en direct. Ne saurait nous. Voilà, merci beaucoup. Merci Dominique de Villepin.